Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Qu'est-ce que vous savez du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être à Jeanne d'Arc, aux cathédrales et aux chevaliers, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que le Moyen-Âge, c'est une période de 1000 ans, c'est-à-dire de l'année 500 à l'année 1500. Mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a en fait autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, c'est-à-dire des gens qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils et elles vous racontent leurs recherches passionnantes et que ils et elles vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 106, Claire et le commerce des fourrures, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre et dans mon intro il y a quelques secondes, nous allons parler dans cet épisode du commerce des fourrures, mais dans un espace géographique que nous avons très peu, voire quasiment jamais abordé dans Passion médiéviste. Et en plus, à une époque historique qu'on aborde en fait pas assez, comme quoi, même au bout de l'épisode 106, on peut encore se renouveler dans ce podcast. Et ma guide aujourd'hui pour vous introduire à tout ce monde merveilleux du commerce des fourrures, c'est Claire de Suy-Gilbert. Bonjour Claire. Bonjour. Alors Claire, tu as soutenu en 2024 un sujet de M2 sur le commerce de la fourrure et les échanges politiques et culturels entre l'Europe du Nord-Est et l'Empire islamique du 9e au 13e siècle. Tu étais donc en Master 2 Histoire des mondes antiques et médiévaux à l'Université de Nanterre, sous direction de Marie Favreau, qui est d'ailleurs une spécialiste des Mongols et qui vient de sortir un ouvrage, La Horde, comment les Mongols ont changé le monde, qu'on recommande totalement. Alors Claire, déjà, première question un petit peu générale, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Alors, en entrant en études d'histoire, je pensais pas du tout travailler sur le Moyen-Âge déjà. Mais en première année, j'ai eu un cours passionnant sur l'Empire islamique, fait par Madame Tixier-Duménil, qui m'a vraiment donné la passion de l'Orient islamique, du Moyen-Âge. Ensuite, en troisième année, on a eu un cours sur les Mamelouks, dont j'ai déjà parlé dans Passion médiéviste. Voilà. Et ça m'a fait m'intéresser au lien entre la steppe d'Europe de l'Est et le monde islamique. Ensuite, j'ai été introduite à ma directrice de recherche, Marie Favreau, avec qui j'ai fait un premier mémoire sur la conversion à l'islam des Bulgares de la Volga. Oui, on a hésité à le prendre comme sujet, mais on s'est dit que les fourrures, voilà. C'est ça. Et en fait, j'ai voulu élargir du coup ce sujet en parlant des échanges, qu'ils soient économiques, culturels ou politiques, entre ces deux aires géographiques. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as voulu montrer dans tes recherches, vraiment en quelques mots, un peu pour nous teaser ? Eh ben, dans mon mémoire, j'ai voulu montrer d'une part l'importance et l'évolution du commerce entre le monde islamique et l'Europe du Nord-Est, mais aussi j'ai voulu montrer l'impact de ces échanges au-delà de l'aspect économique, avec des influences très fortes au niveau géopolitique, au niveau aussi des influences culturelles et sociales très concrètes qui sont permises par ce commerce. Non mais c'est vraiment un sujet passionnant. Quand tu me l'as envoyé, j'ai fait « Waouh, oui, il faut qu'on en parle en Passion médiéviste ». Alors déjà, posons un petit peu le contexte, parce que le commerce des fourrures, on pourrait en parler dans plein d'espaces différents, mais toi, tu as un contexte très particulier à une époque particulière. Déjà, donc tu travailles sur quelle époque ? Ma période d'études, elle commence au fin 9e siècle, et ça s'étend jusqu'au 13e siècle. Alors le 9e siècle, c'est une période d'essor du commerce, du monde islamique en général en fait, et particulièrement avec le Nord. C'est une période qui voit se propager un idéal culturel avec une volonté d'élégance dans la parole, dans le discours, dans l'habillement aussi. Du côté islamique. Du côté islamique, voilà. Et le 13e siècle, en fait, c'est tout simplement l'arrivée des Mongols dans les steppes eurasiatiques qui va complètement bouleverser tout, que ce soit les structures politiques, mais aussi les routes du commerce. Et donc, ça me paraissait une borne finale qui allait de soi. C'est intéressant de voir effectivement l'imbrication, enfin c'est logique, entre le social et le commerce et le politique, on va en parler. Et donc on est sur quel espace géographique ? Parce que ta particularité, c'est que tu travailles sur 2 espaces. Déjà, quand je parle d'Europe orientale ou d'Europe du Nord-Est, c'est grosso modo les actuelles Ukraine, Biélorussie et nord-ouest de la Russie. Donc un tout petit espace. Voilà. Et le monde islamique, ça va de l'Espagne
aux provinces centra-asiatiques de l'Empire. Waouh. Ouais. Et les provinces centra-asiatiques, c'est à peu près l'Iran, l'Afghanistan, ça va jusqu'en Ouzbékistan et une partie du Turkménistan. Et bien sûr, du coup, la péninsule arabique avec Bagdad, voilà. Donc là, tu dois être un peu bonne en géographie pour ton sujet, non ? On fait ce qu'on peut. Enfin, tu dois t'y mettre en tout cas. Voilà, c'est ça. Bon, et donc comme je l'ai dit, on n'a quasiment jamais parlé, je crois, de l'espace russe et de l'espace de l'Europe du Nord-Est dans ce podcast. Donc raconte-nous un petit peu quelle est la situation à l'époque. J'imagine que la Russie n'existe pas encore en tant que telle. Voilà, en fait, la Russie, comme on l'entend, ça n'existe pas. En fait, c'est une myriade de populations dispatchées sur un immense territoire qui, petit à petit, sont soit voisines, soit sous l'autorité d'entités politiques qui se structurent à cette époque. Il y en a 3 principales. La première, ce sont les Khazars, ou Khazars. C'est un peuple turco-nomade qui va vraiment dominer la steppe de la Volga à la mer Noire du milieu 7e siècle jusqu'en 965. Avant cette date, c'est vraiment les plus importants dans la région. Ils dominent les peuples alentours, le commerce, voilà. Mais au Xe siècle, on a un peuple qui est tributaire des Khazars, qui s'appelle les Bulgares de la Volga, qui sont sur la Volga comme leur nom l'indique. Donc le fleuve, ouais. Ouais, voilà. Qui en fait vont accroître leurs liens avec les provinces centra-asiatiques du coup de l'Empire, leurs liens commerciaux notamment, mais pas que. Et ils vont prendre de plus en plus d'importance. Et ils vont passer d'une place secondaire dans le commerce à vraiment une plaque tournante du commerce des fourrures et du commerce en général dans le nord-est de l'Europe. C'est eux que tu étudies en M1, c'est ça ? C'est ça, c'est eux. Leur capitale s'appelle Bolgar, c'est à peu près au niveau de Kazan, actuellement en Russie. La ville de Kazan. Voilà. D'accord, je connais pas. Si vous cherchez sur Internet, voilà. Et enfin, la troisième entité politique qui se structure à cette époque, ce sont les Russes. Les Russes de Kiev, mais Russes RUS. Bon, alors pour eux, la question des origines, elle est très complexe, elle est très débattue et surtout elle est très politique. Entre ceux qui pensent que ce sont des Slaves qui se sont fédérés et ceux qui pensent que ce sont des guerriers scandinaves, les fameux Varegs, qui sont venus s'installer. Quoi qu'il en soit, ils vont prendre de plus en plus d'importance, comme les Bulgares, et ils vont chercher à s'imposer assez agressivement sur leurs voisins, voilà. Et bon, leur influence politique et dans le commerce, elle va aller en s'accentuant, notamment grâce à leur relation avec le monde byzantin et avec le monde scandinave. Encore une fois, on montre bien dans ce podcast que quand on dit qu'au Moyen-Âge, non, les gens bougeaient pas, qu'il n'y avait pas de connexion, rien que là, tu vas nous résumer en quelques minutes que les peuples, oui, bougeaient, étaient bien en communication tous ensemble. J'ai oublié de préciser, mais du coup, c'est les Russes de Kiev, donc ils sont aux alentours de Kiev et ensuite de Novgorod. D'accord, Voilà, ah oui. pour situer un petit peu... De toute façon, je le dis aussi, on mettra sur le site passionmédiéviste.fr des cartes. On va essayer, j'imagine que tu as fait quelques petites cartes, Oui. où tu en as. Va falloir mettre des cartes, parce que il y a beaucoup de... Voilà. Géographiquement, c'est très compliqué à situer. Donc allez voir tout ça sur le site. Donc il y a le lien en description de l'épisode pour aller sur l'article de l'épisode. Et donc, deuxième espace géographique sur lequel tu travailles, c'est l'Orient islamique. Tu as commencé à le dire un petit peu. Là, à cette époque, quel est un peu le contexte ? On en est où du point de vue politique aussi ? Bon, j'ai étudié principalement la partie orientale de l'Empire. Au niveau de la péninsule arabique, on a le califat abbasside. Donc les Abbassides, ce sont une dynastie qui a pris le pouvoir en 750 en remplaçant la première dynastie de l'Empire islamique, les Omeyyades. Donc ils fondent et ils s'installent à Bagdad et ils contrôlent de très nombreux territoires, grosso modo de l'Espagne à l'Indus. Voilà, donc c'est très très large. Au Xe siècle, l'Empire il va se diviser en 3, avec un califat, le califat de Cordoue, le califat fatimide en Égypte et donc le califat abbasside à Bagdad. Mais on prend souvent cette division pour un déclin de l'Empire islamique, alors que, en fait, au contraire, le pouvoir, maintenant qu'il est divisé en 3, il est d'autant plus puissant dans les régions qu'il occupe, et donc c'est pas du tout un déclin de l'Empire, au contraire. Du coup, cette période, elle va d'ailleurs voir un véritable essor de la culture islamique, et du commerce d'ailleurs, notamment avec le Nord. Et comme je l'ai évoqué plus tôt, c'est en partie dû à la dynastie des Samanides et de ses successeurs en Asie centrale, qui sont dans de très riches régions, très commerçantes et prospères, et qui sont sous l'autorité de l'Empire abbasside. D'ailleurs, pour ça, je renvoie aussi, je le redirai à la fin, il y a 3 épisodes que j'ai fait qui peuvent être en lien avec ça. Donc, j'ai fait l'épisode sur les Mamelouks, j'ai fait l'épisode sur les débuts de l'islam, donc qui est un peu avant la période qu'on étudie, et j'ai fait aussi un hors-série sur le Maroc au Moyen-Âge. Donc, on est un petit peu à l'extrême ouest de l'espace que tu étudies, mais on parle de toutes ces dynasties qui se succèdent et des liens, voilà. Et avant qu'on rentre plus en détail dans le commerce, déjà, dis-nous un petit peu, quels sont les liens qu'on a entre ces deux régions-là, qui sont plutôt plus ou moins proches quand même ? En fait, les relations entre l'Empire islamique et l'Europe du Nord-Est,
ça partait pas bien, clairement, parce que, en fait, vers la fin des conquêtes islamiques, l'Empire tente de s'étendre au nord du Caucase, mais il se retrouve face aux Khazars, dont je parlais tout à l'heure. Et c'est les Khazars qui vont stopper l'avancée des armées arabes, et ils vont avoir une longue période de guerre, sur 100 ans, globalement, avec une fin du conflit dans les années 750. C'est pas une guerre continue, hein, c'est ponctué, mais comme la guerre de 100 ans en France, quoi. Voilà. À la fin de ce conflit, va s'en suivre une période de paix et de prospérité, surtout économique, avec un essor du commerce considérable entre les deux anciens belligérants, du coup. Comme on l'a dit, les Khazars, ils dominent la steppe à cette époque. Ils reçoivent des tributs de la part de la majorité des peuples aux alentours. Et c'est à peu près que l'élite s'est convertie au judaïsme. Ah, Ouais. ok, je savais pas du tout Ouais, ça. c'est encore un sujet très débattu, mais voilà. Mais l'élite se convertit au judaïsme pour marquer son indépendance face aux puissances alentours, notamment l'Empire islamique et l'Empire byzantin, qui sont ses voisins. Les relations d'ailleurs sont plutôt bonnes avec l'Empire byzantin. Oui, parce qu'ils se retrouvent un peu au milieu, en fait. C'est ça, jusqu'au moment où l'Empire byzantin retourne sa veste et s'allie à beaucoup de peuples, notamment les Russes, contre les Khazars, contre leur monopole en fait sur la région, leur monopole commercial. Et donc les Russes, ils vont multiplier les raids contre les attaques contre l'Empire khazar, notamment dans la mer Caspienne, jusqu'en 965, où ils font un raid dont les Khazars ne vont pas se relever, ce qui n'était pas du tout prévu. De base, ils voulaient juste des accords avantageux pour passer dans la Caspienne, mais voilà, les Khazars ne se relèvent pas, à l'inverse des Bulgares qui avaient aussi été attaqués et qui maintenant se retrouvent avec le champ libre pour pouvoir commercer, pour pouvoir accentuer leur lien avec l'Empire islamique, ce qu'ils vont faire avec la conversion de leur roi à l'islam. Ah ouais. Voilà, en 922. Donc il y a beaucoup d'évolutions religieuses. Il y a beaucoup d'évolutions religieuses et complètement en lien avec les évolutions, avec le commerce en fait. C'est un peu ce que je montre dans mon mémoire. Oui, c'est un peu le côté opportuniste, entre guillemets. C'est ça, et en fait, c'est quand même plus simple de commercer avec des coreligionnaires que voilà. Non, c'est intéressant d'avoir ça. En fait, on a un peu... Alors bien sûr, là, il y a un sujet dont on n'a pas parlé, qu'on parlera peut-être à un moment, le côté croisade à cette époque-là qui va bientôt arriver, où on est le côté plutôt opposition religieuse et tout. Là, tu montres bien qu'on peut aussi avoir à l'époque un côté de collaboration commerciale et aussi religieuse. Et puis même, tout bêtement, il faut penser qu'on n'a pas les mêmes taxes sur le commerce si on est dans les mêmes religions ou pas. C'est tout bête, mais il faut y penser, ça change quand même. Mais j'adore comment, je le dis souvent dans Passion médiéviste, toujours une histoire de thunes. Ouais, vraiment. C'est toujours la thune. C'est complètement ça. Et donc, à côté des Bulgares qui prennent en puissance, maintenant qu'il n'y a plus l'obstacle des Khazars, c'est pareil pour les Russes de l'autre côté. Sauf que eux, donc, comme je le disais, ils vont plus s'allier à l'Empire byzantin. Et donc, qui dit alliance économique, dit conversion des Russes au christianisme orthodoxe. Voilà. Et donc, voilà. Donc, les Russes vont aussi prospérer jusqu'au XIIe siècle, où ils vont être peu à peu surpassés par les principautés russes. Donc en fait, c'est l'essor des villes russes qui va les remplacer. Bon, moi j'avoue que je suis un tout petit peu perdue. Voilà, là c'était de toute façon le contexte. Et encore une fois, auditeurs, auditrices, on vous remettra tout sur le site, même si vous voulez voir en détail et tout ça, à part des cartes. Mais on va y arriver. Mais sinon, c'est super intéressant. Donc on va tenir. Avant de parler du commerce aussi, déjà on va parler de la fourrure en général au Moyen-Âge. Vraiment, on arrive enfin à notre sujet. Est-ce que c'était considéré comme un produit de luxe dans l'Europe du Nord-Est et dans l'Orient islamique ? Alors globalement oui, c'est un produit de luxe. Merci, voilà, c'est bon, c'est ça. C'est la fin de ce podcast, voilà. Mais il y a des échelles très différentes quand même parce que, dans l'Orient islamique, où c'est complètement un produit de luxe, ça a vraiment une image de produit exotique, chassé loin, dans des contrées dangereuses. Dans l'Europe du Nord-Est, la question elle est plus complexe parce que la fourrure, elle est partie prenante du mode de vie des populations. Tout au nord, là où les animaux sont chassés, la fourrure, elle est nécessaire pour vivre parce que il fait froid, simplement. Mais en fait, toute l'économie, elle tourne aussi autour de cette denrée qui est vendue au sud, donc ça a quand même une place particulière. Et en fait, dans les pays intermédiaires, donc khazars, bulgares et russes, et en fait un peu les peuples qui tournent autour, la fourrure, elle est à la fois un bien exporté qui peut rapporter beaucoup, et en même temps, jusqu'à très tard dans ma période, la fourrure, ça sert de monnaie d'échange. En fait, ils n'ont pas encore d'espèces monnayées, donc de pièces. Ils utilisent des peaux d'écureuil souvent. Voilà, c'est ça, la monnaie d'échange, et c'est aussi la monnaie pour payer les tribus. Donc ça a une place quand même très différente. Donc on voit que la fourrure n'est pas forcément un produit d'élite ? Dans l'Empire islamique, si. C'est un produit pour les élites, pour la classe dirigeante, parce que ça coûte très très cher, donc forcément, voilà. Et par contre, faut aussi se dire qu'il existe des fourrures qui sont moins chères et qui sont utilisées plus au quotidien. Par exemple,
On a la fourrure de castor, qui en fait est très imperméable et très résistante, qui est utilisée au nord-est dans la vie de tous les jours comme habit et qui vaut beaucoup moins cher que des fourrures très précieuses qui peuvent être vendues à l'élite de l'Empire islamique. Donc quand on parle de fourrures très précieuses, c'est quoi comme animaux ? Bon, faut pas chercher sur internet la liste des animaux parce que c'est adorable et ça va faire de la peine. Mais on a de la martre, de la zibeline, du petit gris, c'est un écureuil. Donc des animaux plutôt exotiques en fait. Et en fait, qui se retrouvent quand même en grande quantité dans le nord. Hein. Mais oui, c'est assez exotique. On a du renard, beaucoup de renards, et notamment les renards noirs qui sont de très 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 loin la fourrure la plus demandée et la plus chère. Vraiment. Les renards noirs ? Oui. Ça existe encore aujourd'hui ? Je suis pas sûre. Parce que je pense qu'ils ont été trop chassés, en fait, hein, tout simplement. Mais je pense qu'il en existe encore un peu, mais à mon avis, c'était déjà rare à l'époque. Donc ça veut dire que les fourrures précieuses, c'est plutôt les petits animaux ? En fait, oui, quand on regarde, c'est tout ce qui est hermine, écureuil, c'est tout des petits animaux, ce qui fait qu'il en faut beaucoup pour s'habiller. Pour donner un exemple, pour se représenter le nombre de fourrures qu'il faut pour faire des habits, on a Henri IV d'Angleterre, donc c'est début 15e siècle. C'est ça, ouais, roi anglais. Ouais, voilà. On sait qu'il avait une tenue en fourrure pour laquelle il avait fallu 12 000 peaux d'écureuil. 12 000 ? Ouais, et 80 d'hermine. Donc, mais pour une seule tenue ? Pour une seule tenue. Mais c'est énorme. Donc c'est énorme. Et donc, faut imaginer ça étendu à toute l'élite du monde arabo-musulman. Ouais, donc il fallait beaucoup chasser. Et donc effectivement, comme tu dis, c'est plutôt des petits animaux. Mais aussi, ça veut dire que, en tout cas pour l'Empire islamique, est-ce que c'est vraiment des fourrures, on peut imaginer, qui étaient utiles contre le froid ? Ou est-ce que c'était surtout un objet de prestige ? Alors c'est une très bonne question, on me la pose souvent et en fait c'est difficile d'y répondre parce que comme pour les animaux, les climats étaient pas du tout les mêmes au Moyen-Âge qu'aujourd'hui. On sait, ce qu'on peut dire par contre, c'est que les provinces d'Asie centrale, on sait que l'hiver était très rude et donc que la fourrure était effectivement nécessaire. Concernant la péninsule arabique, c'est plus difficile à dire, mais c'est clair que c'est essentiellement un élément de prestige qui permet d'afficher un statut social et une appartenance à l'élite. J'ai une anecdote par rapport à ça. Ouais. C'est l'auteur Miskawayhi, je ne sais pas si je le prononce bien, qui raconte l'histoire d'un émir bouyide au Xe siècle qui avait l'habitude de porter un manteau de soie doublé d'hermine. Oh, la classe. La classe. Et il y avait un soldat qui n'arrêtait pas de lui demander son manteau. Parce qu'apparemment ça se fait. Et apparemment donc il faisait que lui demander. Au bout d'un moment, l'émir déchire son manteau et lui donne la soie. Et garde pour lui la fourrure. Oh, malin. Voilà, et il dit, en gros, que dans son pays, il y a assez de soie pour habiller toute l'armée, mais que par contre, la fourrure, elle est rare, elle est précieuse, et que s'il l'avait donnée aux soldats, ça l'aurait élevé à un rang trop haut pour lui. Donc là, on voit vraiment que la fourrure peut être un signe vraiment de situation élevée dans la société. C'est ça, d'appartenance à une élite. Mais est-ce que tu as pu voir s'il y avait des modes de certaines fourrures qui étaient utilisées ou pas ? Des modes, il y en a sûrement. Et j'aimerais beaucoup en savoir plus sur ce sujet. Malheureusement, j'ai pas trouvé grand-chose. Et je pense que ça serait intéressant comme sujet à creuser. Ce que je peux dire, ça vient d'un historien qui s'appelle Mohamed Hassan, qui note la présence de doublures de fourrure dans des petits chapeaux autour desquels on enroulait des turbans, qui est une mode héritée des Perses, reprise par les Omeyyades et développée sous les Abbassides. Donc on voit quand même une transmission d'un style de vêtements. Ensuite, on a des chapeaux de fourrure dans des tenues d'apparat en Asie centrale, des tenues d'apparat de soldats en Asie centrale. Et pareil, c'était de très bon goût d'avoir des chaussures très décorées et fourrées. Oh, voilà, la classe encore. C'est la classe. Et on a aussi la doublure du caftan. Le caftan, c'est une tenue qui est très importante dans le monde islamique parce qu'elle sert de cadeau diplomatique. Et donc, déjà, c'est un cadeau diplomatique. Et en plus, s'il est fourré, ça renforce sa symbolique. Et on voit même que la fourrure, elle peut être utilisée pour des objets décoratifs. Alors, des coussins, des tapis. Oui, c'est ça. Moi, je me disais, pour les tapis, pour les tapis, il faut soit beaucoup de fourrure, soit un gros animal. Oui, voilà. Mais c'est encore plus classe si c'est plein de petits animaux, parce que ça coûte très cher. Ça existait, les fourrures d'ours ? Sûrement, mais j'en ai pas... T'en as pas trouvé, toi ? Non, j'en ai pas vu la trace. Mais d'ailleurs, justement, tu l'as un petit peu dit, mais quels étaient les centres de production de ces fourrures ? Alors, les fourrures, elles viennent vraiment des régions les plus au nord. Parce que plus c'est au nord, plus la fourrure elle est épaisse et elle est de qualité. Et du coup, les zones de chasse, ça commence dans les régions de Kazan ou de Novgorod, et ça va jusqu'aux vraiment rives de la Baltique et les zones forestières de la Sibérie. Les animaux, ils sont chassés par des populations locales qui sont spécialisées dans ces pratiques, avec vraiment des techniques de chasse très
particulière pour pas abîmer la fourrure. Et on voit même, grâce à des études ethnographiques, que dans ces régions, les populations vont rester spécialisées dans ces techniques de chasse jusqu'au 19e siècle au moins. Voilà, donc c'est très intéressant à étudier. Du coup, les peaux, elles sont chassées au nord, ensuite elles sont pré-traitées sur place et puis elles sont envoyées sur les marchés des intermédiaires du commerce. Les marchands envoient ensuite la fourrure dans des centres de traitement et de fabrication en Asie centrale et aussi en Espagne. Jusqu'en Espagne? Jusqu'en Espagne, parce qu'il y a des régions spécialisées vraiment dans ce traitement de la fourrure. Oui, oui, je vois, avec les tanneurs et ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Mais du coup, bon là, on va surtout parler après des échanges entre l'Europe du Nord-Est et l'Orient islamique. Mais est-ce que tu as pu aussi voir des traces d'échanges avec l'Europe de l'Ouest? Oui, bah alors déjà du coup avec l'Espagne, avec Al-Andalus, l'Espagne musulmane. Mais on a aussi une source au 9e siècle, c'est le géographe Ibn Khordadbeh. À tes souhaits. Voilà. Et encore, je le prononce simplifié. Hein. Et donc, cet auteur, il parle des marchands radanites. Ce sont des marchands juifs qui, en fait, traversent, grosso modo, tout le monde connu. Ils traversent tout le pays des Francs, l'Espagne, ensuite l'Afrique du Nord, l'Égypte. Ils passent par Bagdad et après, ils partent en Inde et en Chine. Waouh. Voilà. Mais bon, le commerce avec l'Europe de l'Ouest, ça existe, mais ça va surtout prendre de l'essor après, à partir du 12e, 13e siècle. Oui, parce qu'en plus, on peut imaginer qu'en Europe de l'Ouest, ils ont aussi les pays nordiques qui peuvent les fournir en fourrure où c'est plus proche. Oui, c'est ça. Ils ont déjà des centres de production de fourrure, même si, comme je disais, à partir du XIIe siècle, la renommée des fourrures russes, elle va quand même s'étendre jusqu'à l'Ouest. Eh ben, mon gendre, le repas est servi depuis une demi-heure. Chut, la ferme, bon sang. Mais qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Il fume un merle? Divination. Ah, et c'est long, ça, la divination, parce que c'est juste chaud. Bon, alors visiblement, le froid va s'abattre sur Camelot. Ça, c'est pas neuf. Ah, la barbe. Et après? Alors, sauf erreur de ma part... Ce serait étonnant. Le message est clair. Les fourrures couvriront les chefs et les frères des chefs, un vent glacial fera couler le nez du voyageur, et les anciens devront mettre les pieds dans l'eau chaude. C'est l'hiver, votre présage, c'est tout. Ça vaut pas le coup d'en discuter pendant 3 mois. L'hiver? Quoi, l'hiver? Mais l'hiver, c'est tout. Pas la peine de la boucaner, votre bestiole. Les fourrures, la morvonnée, c'est bon. Ça annonce que l'hiver va être froid. Et je vous annonce que le repas aussi. Et donc, on arrive enfin à notre sujet, le commerce des fourrures. Oui, au bout d'une demi-heure, tranquille. Est-ce que tu as pu voir depuis quand est-ce que l'on fait du commerce de fourrure entre les régions que tu as étudiées? Est-ce que c'est possible de savoir quelles sont les plus anciennes traces de commerce? Déjà, il faut avoir à l'esprit que la fourrure, c'est une matière organique, donc qui se décompose très vite, ce qui fait qu'on n'a pas de traces physiques des fourrures. On a par contre des textes et on a des trésors de pièces, donc c'est des pièces qui sont enterrées dans le sol, qui en tout cas montrent les voies du commerce. Bon, pour les textes, on n'en a pas énormément pour l'Antiquité, même si on a quand même quelques mentions de peuples qui sont déjà spécialisés dans la vente de fourrure. Après, on a longtemps considéré que les Romains ne portaient pas de fourrure parce que ça faisait trop barbare. C'est faux. En tout cas, aucun auteur romain ne dit ça, et il faut surtout différencier le fait de porter de la fourrure quotidiennement et le fait de porter de la fourrure en tant qu'objet de luxe. A priori, en Antiquité, c'était pas encore un objet de luxe, mais c'était porté. On a des traces de Romains qui portent du castor parce que c'est imperméable sous la République, sous l'Empire. Du côté oriental, on a des traces de commerce de produits du Nord dans les empires byzantins et sassanides. Et on a aussi des traces d'échanges entre les producteurs de fourrure et les marchands sogdiens. Les marchands quoi? Les marchands sogdiens, c'est des marchands centra-asiatiques qui font les routes jusqu'en Chine et en Extrême-Orient. Du coup, voilà, on a des traces de commerce pendant l'Antiquité, mais c'est vraiment au Moyen-Âge que la mode du port de la fourrure en tant qu'objet de luxe va exploser et va faire exploser les échanges commerciaux aussi. Et donc, tu l'as dit, effectivement, qui s'occupe du commerce? On a des marchands spécialisés, c'est ça? Bon, déjà, il faut se dire que dans le Nord, chaque État est particulièrement impliqué dans le commerce, car l'économie, elle est grandement basée dessus. Et à part les Khazars, sinon, les autres peuples ont leurs propres marchands. Sinon, ce sont vraiment les marchands centra-asiatiques de l'Empire islamique qui font aussi une très grosse partie du travail. Donc ceux qui sont un peu au milieu et qui font la transition, c'est ça? Voilà, c'est ça. À l'échelle régionale, ce sont les entités politiques dont je parlais tout à l'heure, les Khazars, Bulgares et Russes, qui sont les grands intermédiaires du commerce, dans le sens où c'est eux qui mettent en relation les peuples producteurs de fourrure, les peuples qui chassent, et les marchands du Sud, et donc par extension les centres de consommation. Sinon, ouais, donc ce sont clairement les marchands qui ont une place très importante. Au début de la période, ce sont les marchands juifs qui dominent les routes commerciales et ils vont être peu à peu remplacés par les marchands musulmans, que ce soit les marchands centra-asiatiques ou les marchands bulgares.
après la conversion officielle de leur roi. Et les marchands russes aussi, qui sont très importants. Et est-ce que tu as pu voir peut-être dans les sources des individus de ces marchands ou tu n'as que des groupes ? Alors, les marchands sont omniprésents dans les sources, mais effectivement plus en tant que groupe ou pour représenter... Par exemple, ils sont souvent utilisés pour représenter les échanges avec un pays voisin. En fait, c'est eux les ambassadeurs. Mais du coup, on a peu d'individus, excepté dans un type de source qui est vraiment incroyable pour ce sujet. Ce sont les récits de voyageurs arabes. Voilà. Et il y en a 2 qui sont vraiment importants sur ma période et c'est des sources géniales. Il y a le récit d'Ibn Fadlan. C'est un secrétaire qui fait partie d'une ambassade envoyée depuis Bagdad chez les Bulgares de la Volga en 922 pour la conversion du roi. Avec un objectif très précis. En fait, techniquement, l'objectif derrière ça, c'est parce que le roi bulgare a demandé des sous. Il a demandé des sous pour construire une forteresse contre les Khazars. Et en fait, l'Empire islamique, ça les arrangerait bien d'avoir un contact direct, un peu un avant-poste aussi loin dans le nord. Donc c'est ok des sous, mais d'abord tu te convertis, c'est ça ? C'est un peu ça. Au final, il va jamais voir la couleur de ses sous. Et donc lui, cette source, elle est vraiment géniale parce que en fait, on dirait presque un journal intime. Et donc Ibn Fadlan raconte ce qu'il voit, ce qui l'intrigue, parce qu'il connaît pas le Grand Nord. À un moment, il voit des os de mammouth, on lui dit que c'est un géant, et du coup, il raconte le géant. Enfin, c'est assez fou. Et on voit dans son récit des marchands, parce qu'en fait, l'ambassade va dans le Nord avec une caravane de marchands. Et on voit aussi des interprètes, on voit aussi des guides. Donc c'est vraiment passionnant. Et la deuxième source, c'est le voyage d'Al-Garnati. C'est un voyageur qui vient d'Al-Andalus au XIIe siècle. Donc d'Espagne. Et en fait, il va passer plus de 30 ans en Asie centrale et en Europe du Nord-Est. Il va faire un gamin dans tous les pays possibles, voilà. Mais au moins, c'est vraiment un récit vécu. Il nous parle des villes dans lesquelles il habite, des gens qu'il côtoie, et c'est passionnant. Et c'est aussi super qu'on ait pu garder ça jusqu'à nous aujourd'hui. Peut-être qu'en fait, il y en avait d'autres récits de voyage qu'on a perdus. Très, très probablement. Même Ibn Fadlan, en fait, on a son récit de l'aller, mais pas du retour, parce que ça a été perdu. Mais c'est sûr qu'il a dû y avoir beaucoup plus de récits qu'on n'a pas retrouvés. Et donc, si on résume, la fourrure, quelles étaient les principales voies de commerce par lesquelles elle circulait ? Alors, on peut retenir 3 routes principales qui vont du califat à l'Europe du Nord-Est. Les 2 premières routes, elles passent par la Caspienne en bateau ou par le Caucase en caravane. Elles vont jusqu'aux villes khazars d'Itil et de Sarkel, où les marchands peuvent remonter soit la Volga jusqu'aux Bulgares, ou prendre le Dniepr pour aller... Donc un autre fleuve. Pour aller soit à Kiev, soit vers l'Empire byzantin. C'est un itinéraire qui va être perturbé à la fin du IXe siècle et jusqu'à la seconde moitié du Xe siècle par des migrations de population. Donc ça veut dire que les routes étaient moins sûres ? Voilà, les routes étaient moins sûres et voire complètement bloquées par des populations. Et donc on va avoir l'essor d'une 3e route sous l'impulsion des Samanides. Cette route, elle part du Khwarezm, une des provinces islamiques de l'Asie centrale. Et donc elle part de cette région, elle traverse la steppe par une voie caravanière pour arriver jusqu'à Bolgar, la capitale des Bulgares. Donc elle contourne en fait, ouais. Voilà, elle contourne et en fait elle va prendre de l'essor sur toute la période et être une des voies principales du commerce. Donc on voit ces routes, on a du commerce par voie de terre, par voie de mer. Et tu l'as dit, les trajets peuvent être impactés par les guerres, par les conflits. Ce que j'ai voulu montrer dans mon mémoire, c'est que le commerce et le contrôle des éléments qu'il compose, donc que ça soit les routes, les marchés... ou les marchands. Mais aussi les sources d'approvisionnement des fourrures. Ces éléments sont inextricablement liés à l'expansion politique régionale et internationale en Europe du Nord-Est à cette époque. Les puissances régionales, elles sont en lutte constante pour capter le commerce, et ce n'est pas anecdotique parce que vraiment perdre l'accès au commerce, c'est vraiment toute l'économie et le mode de vie qui va s'effondrer. Et à l'inverse, j'ai essayé de montrer en quoi les Khazars, Bulgares et Russes ont pu émerger politiquement et étendre leur influence grâce aux voies commerciales. Donc oui, les trajets ils pouvaient être impactés par les guerres, mais en fait, les guerres vont juste faire un détour. Mais le commerce s'arrête pas, 2 pays en guerre continuent à échanger économiquement. Et à la limite, on fait plus des guerres pour faire changer le trajet en sa faveur, en fait. Ah. Mais du coup, ça veut dire qu'effectivement, la fourrure a une place énorme dans le commerce à cette époque-là, dans ces zones-là.
Alors oui, c'est une place énorme, même si c'est pas la seule chose qui est échangée. C'est l'une des deux marchandises, entre guillemets, la plus échangée. Je dis entre guillemets parce que la deuxième, ce sont les esclaves. Ah oui, Voilà. Donc oui, c'est une place extrêmement importante dans l'économie à cette époque. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme objet échangé à cette époque-là? Alors, on a... Ou vendu d'ailleurs, oui. Ouais, en fait, on a essentiellement les produits dits du Nord, c'est-à-dire fourrure, ambre, on a de la colle de poisson. Ouais. On a des arêtes de poisson, je crois aussi, un peu. On a aussi du miel, de la cire. Donc toute une panoplie de produits qui sont vraiment typiques du Nord. Par contre, de l'autre côté, c'est essentiellement échangé contre de l'argent. D'accord, oui. J'allais te dire, qu'est-ce que, en fait, en échange, l'Orient islamique offre ou échange? Eh bien, en fait, c'est essentiellement, mais quasiment exclusivement, des dirhams d'argent. Donc les dirhams, c'est la monnaie de l'Empire islamique. Enfin, pour se donner une idée, c'est un peu l'équivalent du dollar actuellement, dans le sens où tout le monde échange avec ça, c'est une valeur sûre, tous les marchands l'utilisent, même dans les pays où ils ne commercent pas directement avec le monde islamique. Et tu as dit qu'en Europe du Nord-Est, ils n'avaient pas forcément de monnaie en plus. C'est ça, et en fait, d'ailleurs, c'est l'influence de la monnaie d'argent islamique qui va faire que petit à petit, les États vont avoir des systèmes monnayés. Oh, c'est super intéressant ça, j'avais pas conscience que c'était ça comme influence aussi. Ah bah si, petit à petit, vu l'impact des pièces islamiques et leur importance dans l'économie, en fait, les États vont commencer à frapper des imitations. Au début, des faux monnayeurs quoi. Des faux monnayeurs. Et en fait, au début, ils vont frapper des imitations avant de frapper leur propre monnaie, qui reste quand même souvent sur le modèle des dirhams. C'est juste, ça inspire confiance pour tout le monde. Donc c'est intéressant parce qu'on pourrait penser peut-être qu'ils auraient pu être influencés, je sais pas, par les Romains, par les Grecs ou par l'Europe de l'Ouest. Et non, finalement, ils ont de la monnaie parce que les échanges avec l'Orient islamique. C'est ça. Et en fait, on voit du coup des pièces assez rigolotes où, par exemple, les Khazars, on a retrouvé des pièces avec des inscriptions juives en arabe et avec le style d'un dirham. Donc là, le mélange culturel à son paroxysme, quoi. C'est ça. Et donc, est-ce que c'est possible d'estimer le prix de ces fourrures ? En fait, on a une idée du prix qu'à des moments très précis. Déjà, il dépend de la période, de la condition économique, ça dépend du type de fourrure, ça dépend de la quantité d'argent dans les pièces. Mais pour donner quand même une idée, au début du Xe siècle, on a un auteur qui parle de 2 dirhams et demi pour une fourrure. Et en même temps, si c'est une fourrure de renard noir, par exemple, ça peut monter jusqu'à 100 dirhams et plus. Ah ouais, c'est énorme. Voilà, donc il y a des vraies différences. Et est-ce qu'on a une idée aussi peut-être du volume de fourrure ? Parce que là, on a parlé des prix, mais tu l'as dit, des fois, il faut beaucoup de fourrure pour faire un habit ou quoi, donc peut-être que beaucoup de fourrure étaient échangées ? Alors oui, il faut se dire que c'est des volumes vraiment colossaux qui sont échangés. C'est pas juste une petite carriole, quoi. C'est pas une petite carriole. Grâce aux sources écrites et aux trésors de dirhams qu'on a trouvés, il y a un chercheur, Roman Kovalev, qui a essayé d'estimer un peu, et il a estimé que au plus fort des échanges, au Xe siècle, entre les Bulgares de la Volga et les Samanides, les deux s'échangeaient environ plus d'un demi-million de fourrures, ce qui équivaut à 1 250 000 pièces par an. Ah ouais. Voilà, donc... Mais c'est quasi industriel à ce mais niveau-là. Oui, c'est pour ça que ça n'a pas duré non plus. Cette proportion aussi énorme n'a pas duré non plus trop d'années, parce qu'en fait, tout simplement... Il n'y a plus d'animaux. Voilà, c'est pas illimité non plus. Ouais, mais et aussi tu dis, mais à l'époque, tout le monde faisait ça, quoi. En fait, on peut imaginer dans ces régions-là, pour avoir un tel volume de fourrure produite, en fait, tous les mecs de l'époque faisaient de la fourrure. Ah mais oui, en fait, on voit avec les études sur les peuples qui chassent que vraiment, c'est quelque chose de familial. C'est vraiment, on commence entre 5 et 8 ans, on apprend avec des jouets à chasser, et dès 12 ans, on va avec le père aux périodes de chasse pour apprendre le métier, et en fait, tout le monde fait ça. C'est vraiment l'économie, quoi. Oui, ils n'avaient pas trop le choix du point de vue orientation professionnelle, quoi. Pas trop. Oui, parce qu'en plus, cultiver les champs, c'était un peu compliqué aussi, j'imagine, c'est ça, vu la météo. Et tu as mentionné déjà pas mal d'évolutions, mais est-ce que tu en as vu d'autres aussi, de différents types ? Il y a des périodes qui sont assez intéressantes parce qu'en fait, il n'y a plus d'argent. Donc du point de vue de l'Orient islamique ? Du point de vue de l'Orient islamique, les mines sont vraiment à court. On parle de crise de l'argent. À ce moment-là, il y en a plusieurs. Il y en a une à la fin du 9e siècle et une aux alentours du 11e siècle. On pourrait penser que le commerce, du coup, s'effondre s'il n'y a plus la monnaie d'échange. Et en fait, on voit que non. Il y a toujours de la demande, donc il y a toujours de l'offre. Et c'est juste qu'on va changer la monnaie d'échange. Ça va plus être des pièces, mais ça va être de l'argenterie. Ça va être d'autres produits de luxe, comme de la verrerie ou de la soie, ce genre de choses. J'adorerais faire des épisodes sur parler des mines au Moyen-Âge. J'en ai déjà parlé une fois un peu, mais pour en parler plus en détail, j'aimerais beaucoup.
Donc j'ai l'impression, en fait, en t'écoutant, que c'est plus finalement l'Orient islamique qui a influencé l'Europe du Nord-Est que l'inverse. C'est peut-être le cas. Peut-être qu'on ne le sait pas parce qu'on n'a pas assez de sources. C'est clair que pour l'Orient islamique, c'est surtout la fourrure qui va servir d'objet de marqueur de statut social. Et par contre, à l'inverse, effectivement, au Nord-Est, il y a énormément d'influence. On voit par exemple que les échanges avec l'Empire islamique, ça va diffuser par exemple l'écriture arabe, l'écriture koufique, qui est une calligraphie, qui va se diffuser et qui va avoir une importance jusqu'en Scandinavie, où on a retrouvé une bague par exemple dans une tombe, une bague avec écrit Allah dessus, mais sans importance religieuse, juste parce que en fait, l'importance elle est dans la calligraphie et dans le prestige que ça représente. Mais donc ça veut dire que pour tes recherches, tu as travaillé sur des sources très diverses en fait. Alors oui, j'ai travaillé donc en grande partie sur des sources manuscrites arabes et russes. En grande partie, ce sont des récits de géographes et de voyageurs arabes. J'ai aussi utilisé des chroniques russes. Donc une grande partie de mes sources est littéraire, mais il y a aussi l'archéologie qui tient une place très importante. Donc j'ai beaucoup cherché d'études archéologiques et j'ai eu de bonnes surprises. Notamment, j'ai découvert une source géniale, c'est les écorces de bouleau. Ah oui. Voilà, donc je sais pas, ceux qui connaissent pas, c'est des bouts d'écorce, des bouts de bois qui ont été retrouvés à partir des années 50 à peu près autour de Novgorod. Et au début, c'était pas trop pris au sérieux, c'était vraiment les bouts de bois avec les gribouillis dessus, voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était probablement le mode de communication interne de ces villes-là, des villes donc de Novgorod et celles qui sont autour. Et c'était un peu comme des missives. Et donc, c'était notamment beaucoup utilisé par les marchands, du style Piotr, rends-moi mon argent, telle date, telle heure, voilà. On en avait parlé dans un épisode qu'on avait fait sur... c'était le format cliché, donc le format court de Passion médiéviste. On avait fait un épisode sur le fait que les gens savaient lire et écrire au Moyen-Âge. On avait parlé effectivement des écorces d'arbres, c'est hyper intéressant. Mais il y a un truc quand même, Claire, dont il faut qu'on parle. Tu as fait toutes ces recherches-là en un an seulement. Là, quand je t'écoutais, je dis, mais c'est en fait comme si tu avais fait 3 ans de thèse dans tes recherches. C'est un peu l'impression que j'ai aussi. Oui, non, c'était une période très courte qui n'a pas été facile. J'ai pas beaucoup dormi. Mais oui, j'ai fait tout ça en une année scolaire. Voilà. Mais comment t'as fait ? Enfin, c'est énorme parce qu'en plus, des sources qui sont donc, j'imagine, pas en français, pas traduites. Donc en fait, est-ce que tu étais déjà formée à ça ? Comment t'as fait ? Alors, sur les sources, j'ai eu de la chance parce que ce sont des sources qui, pour la plupart, ont été éditées et traduites au moins en anglais, si ce n'est en français pour certaines. Donc là-dessus, j'avais de la chance. C'est plutôt au niveau de l'historiographie où c'était compliqué. Donc c'est-à-dire que ton sujet n'a pas été assez étudié ou alors les sources d'historiens d'avant toi sont pas dans les langues que tu maîtrises ? C'est ça. En fait, ça a très peu été étudié en France et beaucoup plus en Europe de l'Est et en Russie. Et en fait, il y a encore beaucoup de recherches actuellement, mais qui sont très rarement traduites et surtout difficiles d'accès. Les recherches ont du mal à passer jusqu'à chez nous. Donc là-dessus, c'est compliqué. Et oui, j'ai brassé une très large historiographique parce qu'en fait, vu qu'il y avait plein d'aires géographiques différentes à plein d'époques différentes, ça fait tout autant d'historiographies différentes avec des sujets différents. Voilà. Donc là, c'est vrai que ça a été du boulot. Mais du coup, est-ce que tu aimerais continuer ces recherches sur ce sujet ? Ah bah j'adorais. Je n'espère que ça. Mais pour l'instant, je fais une préparation pour l'agrégation. Oui, là, tu as soutenu ton mémoire il y a quelques mois, au moment où on enregistre. Donc là, tu prépares l'agrégation donc pour avoir un poste à l'université ou ailleurs. C'est ça, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir avoir l'agrégation et ensuite essayer de partir en thèse pour après, dans l'idéal, être enseignant-chercheur en université, dans l'idéal. Donc là, tu aimerais continuer tes recherches sur un aspect particulier de ce que tu as fait ou en général ? Je sais pas encore. Peut-être en général parce que, comme tu disais, j'ai eu qu'1 an pour le faire. Et je pense que je pourrais aller encore plus au fond des choses si j'avais un certain nombre d'années. Et juste avant de finir, alors, est-ce que tu aurais un conseil de lecture qui serait accessible au grand public pour en savoir plus sur l'Europe de l'Est ou alors sur l'Orient islamique ? Alors, sur l'Europe de l'Est, on l'a évoqué en introduction, il y a le livre La Horde de Marie Favreau. Sur l'Orient islamique, on a une synthèse, c'est Gouverner en islam. C'est une clé concours, mais qui reste trouvable. Donc c'est plutôt un truc fait pour les étudiants, mais qui peut tout à fait être lisible par d'autres personnes. C'est ça. Et sinon, beaucoup plus accessible encore, je pense, on a la revue L'Histoire, qui a consacré quand même quelques numéros, soit à l'Europe de l'Est, soit à l'Orient islamique. Et on a l'Atlas des mondes musulmans médiévaux, qui est des éditions CNRS, qui est très accessible. Et en plus, c'est des cartes. Un bel ouvrage. Ouais, c'est un bel ouvrage avec des belles cartes et voilà.
Bon, on mettra de toute façon sur le site et avec d'autres références, tout ça sur l'article qui accompagne l'épisode. Alors pour finir, Claire, est-ce qu'il reste pour toi des sujets qui mériteraient d'être étudiés peut-être par des futurs chercheurs et chercheuses en histoire médiévale liés à ce que tu as étudié ? En vrai, oui. Je pense qu'il y a très peu de recherches en France sur mon sujet, enfin à peu près même sur mes aires géographiques. Franchement, c'est le champ libre. Si ça vous intéresse, allez-y, foncez. Je pense qu'il reste énormément de choses à faire. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez plus sur le commerce de la fourrure entre l'Europe du Nord-Est et l'Orient islamique. Oui, c'est super précis, mais c'était super intéressant. Donc merci beaucoup Claire Dessus-Gilbert. Bonne continuation pour tes recherches. Merci pour l'invitation et merci beaucoup. C'est toi qui m'as proposé et tu as très bien fait. Voilà, s'il y a des gens qui voudraient aussi proposer leur sujet, n'hésitez pas, même si parfois ça prend beaucoup de temps parce que il y a beaucoup de monde qui me propose des sujets. Donc, et le podcast, en tout cas ce format-là n'est que mensuel parce que sinon c'est trop de travail pour le faire bimensuel. Donc n'hésitez pas. Et auditeurs, auditrices, si ce sujet vous a intéressé, alors déjà allez voir sur le site passionmédiéviste.fr pour en savoir plus. Il y a l'article qui accompagne l'épisode. Et aussi, donc, si le sujet vous a intéressé, vous pouvez écouter plein d'autres épisodes. Je vous mettrai pareil les liens sur le site. Mais il y a l'épisode 78 sur les marchands à la fin du Moyen-Âge. On avait fait l'épisode 67 sur la Byzance au 9e siècle, si vous voulez voir cet espace géographique-là. Donc je vous ai dit le hors-série 10 sur le Maroc au Moyen-Âge. Et aussi, vers Passion moderniste, il y a aussi l'épisode 31, donc c'est mon autre podcast, où on parlait des relations entre la Normandie et le Maroc au 16e siècle. Voilà, vous voulez voir un peu du commerce entre deux zones géographiques un peu lointaines, il y a ça aussi. Et d'ailleurs, tant que vous êtes sur le site, profitez-en. En fait, je sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours, j'ai sorti un épisode news. Alors, je sais que vous l'écoutez pas trop d'habitude, je vois bien qu'il est moins écouté que les autres. Mais si jamais vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux et que vous voulez savoir ce qui se passe autour de Passion médiéviste, que ce soit les événements ou plein d'autres choses, allez écouter cet épisode. Il fait 8 minutes, donc il est assez rapide à écouter. Et vous pouvez aider au développement de ces podcasts en parlant du podcast autour de vous, en le partageant sur des réseaux sociaux, en le conseillant à des gens, vraiment, ça m'aide beaucoup. Et vous pouvez, si vous voulez aussi soutenir financièrement ce podcast à partir de quelques euros, que ce soit une somme ponctuelle ou par mois. C'est comme pour les artistes, comme vous allez voir parfois des concerts, vous donnez au chapeau à la fin, là c'est un petit peu pareil en quelque sorte. C'est pas du tout obligatoire bien sûr, mais ça m'aide à en vivre grâce à vous et à faire plein de projets sympas. Là je suis en train d'enregistrer les épisodes qui vont sortir cet été avec le retour des formats hors les murs. J'adore ce format et je suis contente parce que je crois que vous l'aimez bien aussi. Donc si vous voulez m'aider financièrement, je vous explique comment faire sur mon site, donc c'est passionmédiéviste.fr/soutenir. Il y a tout qui est expliqué. Et ce mois-ci, je tiens à remercier particulièrement quelques personnes, donc Nelly, Bernard, Constance, Zoé et Anne-Frédéric. Merci beaucoup à toutes ces personnes. Et dans le prochain épisode de Passion médiéviste, celui donc qui sortira début juin 2025, on parlera de boire de l'eau en ville au Moyen-Âge. Salut!